Cette semaine, je parle d'un sujet qui m'a été demandé. En fait, c'est quelqu'un qui m'a écrit, qui est déjà plusieurs mois de ça, c'est dans le début du podcast. Mais j'avais pas encore trouvé le temps de relire la documentation là-dessus, notamment de relire un livre en particulier. Puis j'ai fait ça entre 2-3 lectures dans les semaines qui ont passé. Puis faut savoir quelque chose de particulier, c'est que moi, avec ma formation en philo, j'ai dû lire beaucoup de choses que je vous conseille pas, dont je parlerai probablement jamais dans le podcast. Mais j'ai toujours eu la curiosité de m'intéresser aux gens qui pensaient pas comme moi. Puis je pense que c'est une force peut-être du podcast ou de mon approche, c'est que contrairement, il y a beaucoup de gens qui s'opposent à quelque chose sans connaître vraiment ce à quoi ils s'opposent. Et moi, j'essaie tout le temps de connaître le point de vue adverse. Puis c'est ce qui fait, je pense, la longueur d'avance que je peux avoir sur ça par rapport à certaines personnes qui pensent que je suis un imbécile, mais ça c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Mais la réalité, c'est que eux, ils ont aucune connaissance de la culture de droite, mais moi j'ai une connaissance souvent supérieure à la leur de la culture de gauche, notamment de la culture communiste. Donc j'ai lu beaucoup de choses là-dessus. Les Lucien Febvre de ce monde, etc. Là, toute la pensée de la gauche française, etc. J'ai lu beaucoup là-dessus. Georg Lukács, plusieurs auteurs là-dessus. J'ai plusieurs livres. Éventuellement, un jour, je vous parlerai de tout ça plus en détail. Si ça vous intéresse, mais bref, ça m'a été demandé parce que beaucoup de gens, tu sais, voient un peu que j'utilise souvent le langage socialiste, communiste. Bon, ok, qu'est-ce que ça veut dire précisément? Puis quelqu'un qui me dit, tu devrais faire un podcast pour expliquer c'est quoi le communisme. Là, j'ai dit, c'est une bonne idée, mais ça risque de me prendre peut-être un peu de temps, mais bref, j'ai trouvé une façon de vous l'expliquer qui va être quand même assez simple, vous allez voir. En fait, je suis remonté au manifeste du Parti communiste qui a été écrit par Karl Marx et Friedrich Engels. Donc, faut savoir que le socialisme existe avant Marx. Donc, il y a ce qu'on appelle le mouvement ouvrier. Là, donc, il y en a Proudhon. Ça peut remonter ça va aller jusqu'à Bakounine à certaines places. Mais bref, il existe une telle chose qu'on appelle le mouvement ouvrier. Donc, c'est à la période de l'industrialisation, c'est le début du syndicalisme, c'est le début de justement ce qu'on appelle le mouvement ouvrier. Donc, c'est des gens qui revendiquent de meilleurs salaires, de meilleures conditions, etc., etc. Et puis, Marx et Engels arrivent dans le décor à un moment donné comme philosophes allemands, puis eux autres, ils vont dire « Ouais, ben là, l'affaire, c'est que vous autres, vous prônez ce qu'ils appellent le socialisme utopique. » Ça veut dire que ce que vous prônez n'est pas réalisable concrètement, donc c'est complètement illusoire. Donc, eux vont proposer ce qu'ils appellent le socialisme scientifique. Donc, il faut savoir qu'à une certaine époque, la notion de science veut pas dire la même chose qu'aujourd'hui. Donc, si vous remontez jusqu'au grec, par exemple, chez Aristote, pour lui, la science telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est comme, tu sais, ça existe pas vraiment pour lui. Mettons, la science la plus élevée de tous, ça va être l'étude de ce qu'on appelle la métaphysique, là. Ça veut dire, est-ce que Dieu existe? Est-ce que l'âme est immortelle? Ce genre de choses-là. Donc, pour lui, ça, c'est la science la plus élevée, alors que pour nous, aujourd'hui, on appelle ça de la religion ou de la théologie, si on veut être gentil puis donner un terme neutre, un terme neutre à tout ça. Donc, Marx et Engels faisaient partie d'un quelque chose qui s'appelle la Ligue des communistes. Donc, il faut savoir que Marx a écrit plusieurs choses dans sa vie, là, notamment des textes en réponse à un autre philosophe qui s'appelle Feuerbach. Il a écrit beaucoup de choses. Et il faisait partie d'une ligue communiste. Donc, le mouvement communiste existe, mais il n'y a pas encore nécessairement de texte fondateur ou de manifeste. Et la Ligue communiste, donc, tient un congrès à Londres en novembre 1847 et il charge Marx et Engels d'élaborer puis de publier sous forme d'un genre de petit manifeste le programme théorique et pratique du Parti communiste. Donc, quand on dit parti, ça veut dire, à cette époque-là, ça voulait dire le regroupement des l'association. Aujourd'hui, on appellerait ça, mettons, association ou ligue ou par exemple un regroupement ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pas un parti au sens de parti politique parce que c'est une ligue internationale.
Donc, à la base, cette ligue-là a été créée dans les années 1830, je pense 1827 ou quelque chose comme ça, sous le nom de la Ligue des Justes. Donc, parce que eux autres revendiquaient une certaine justice sociale. Bon, évidemment, je ne ferai pas toute l'histoire, mais vous voyez, juste en évoquant les mots, vous voyez un peu de quoi ça a l'air. Et la Ligue des communistes, heureusement ou malheureusement, selon votre perspective, va être dissoute en 1852. Donc, à peine 6 ans après, à peine 5 ans après l'élaboration du manifeste, on va dissoudre l'association sous proposition de Marx lui-même. 100 ans plus tard, de nombreux ex-militants 10 ans plus tard, c'est-à-dire, pas 100 ans plus tard, une dizaine d'années plus tard, de nombreux militants qui étaient dans la Ligue des Justes et ensuite dans la Ligue communiste vont adhérer à l'Association internationale des travailleurs, donc ce qu'on appelle l'Internationale socialiste. Donc, qui a la fameuse, quand vous allez dans des manifestations, il y a des gauchistes, vous allez les entendre chanter l'Internationale. Je pense quand même que je vais mettre ça en arrière-fond, ça va être agréable. C'est Paul Diano, l'Internationale socialiste, on voit qu'on est dans la même gamique, en fait, pas du tout, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est ça, le manifeste est écrit par Marx et Engels en 1847-1848, puis le but de tout ça, c'est de proposer ou d'illustrer le socialisme scientifique. Donc, le socialisme scientifique, c'est quoi, grosso modo? C'est basé sur la conception matérialiste de l'histoire. Là, je sais que ça paraît du chinois, mais je vais vous l'expliquer, finalement, c'était assez simple. Le matérialiste, ça veut pas dire dans la conception moderne, là, quand vous dites lui il est matérialiste, ça veut dire quelqu'un qui veut s'acheter un gros barbecue, un gros char, une grosse maison, puis que finalement il y a pas de valeur, tu sais vraiment, puis il est juste attaché au matériel. Donc ça c'est c'est ça que ça veut dire si vous cherchez dans le dictionnaire matérialiste, mais la vraie signification de matérialiste, c'est celui qui pense qu'il n'existe rien d'autre que la réalité que vous pouvez voir. Ça s'oppose à ceux qui pensent que Dieu existe, les anges existent, le monde invisible existe, les fantômes, etc. Appelez ça comme vous voulez, là, je le résume au plus concret pour que vous puissiez comprendre. Puis ça, ils ont appelé ça comme ça, Marx a appelé ça comme ça parce que c'est en opposition à son maître à penser qui était Hegel. Donc Hegel, il y a une conception dualiste de l'histoire, donc c'est-à-dire que pour lui, finalement, ce qui détermine l'histoire, c'est les idées dans le temps. Bon, voilà, tu sais, dans le développement historique, il y a certaines idées, puis ça, ça oriente le développement de l'histoire. Et puis le sens de l'histoire, c'est le sens des idées, là, grosso modo. Là. Ça paraît un peu abstrait, mais l'important, c'est juste de vous situer pour que vous puissiez comprendre ça de manière plus concrète. Donc le socialisme scientifique, c'est l'approche socialiste qui consiste à regarder le développement de l'activité économique dans le temps. Si je le résume de manière la plus grossière possible, c'est ça. Donc Marx, lui, il regarde le développement de l'économie dans le temps, et il dit OK, à une certaine époque, les gens produisaient comme ça, à une autre époque, les gens produisaient comme ça, puis ça a vu naître un certain nombre de comment est-ce que je dirais ça? Ça a vu naître un certain nombre de révolutions, de changements sociaux. Donc, à un moment donné, au Moyen-Âge, c'est l'aristocratie avec la féodalité qui prend le pouvoir puis qui s'installe pour au-dessus de 1000 ans de domination. À un moment donné, ça nous amène jusqu'à jusqu'à la Renaissance où la société se modifie à cause des nouveautés technologiques, pas technologiques, mais techniques, c'est-à-dire les nouvelles techniques qui sont développées pour produire puis pour organiser le travail puis l'économie. Et puis lui, il va dire, notre société d'aujourd'hui est basée sur la Révolution française et sur les révolutions politiques qu'il y a eu un peu partout en Europe. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça, c'est que ça a renversé l'ancienne société moyenâgeuse, féodale, basée sur l'aristocratie, la noblesse, tout ça, pour mettre au pouvoir ce que lui appelle les bourgeois. Donc, les bourgeois, et lui, Marx, il faut bien rentrer ça dans notre tête. Lui, dans sa tête, l'histoire a un sens. Je vous ai dit, son maître à penser, c'est Hegel. Pour ces gens-là, l'histoire a un sens. Ça veut dire que il y a des événements qui arrivent, puis tout ça, c'est dans une orientation précise. Puis quand on étudie le passé, on peut voir le sens de l'histoire. Donc ça, c'est très important dans leur pensée, c'est qu'eux voient le développement de l'avenir comme correspondant à un certain sens. Et ce sens-là, pour Marx, c'est l'avènement du communisme. Donc, vous voyez que je pars quand même d'un certain point. Donc, Marx va dire, il y a le Moyen-Âge, avec la société féodale, aristocratique, tout ça. Il y a la Révolution française, la dictature des bourgeois qui remplace l'aristocratie. Et éventuellement, il va y avoir la Révolution
socialiste qui va amener à un moment donné au communisme, c'est-à-dire l'abolition des classes sociales, où finalement c'est le dernier stade de l'évolution humaine. On va voir apparaître les lendemains qui chantent, puis finalement la société sans classe, la société égalitaire, la société parfaite où il y aura plus de dictature du profit, il y aura plus toutes ces affaires-là. Donc si vous voulez vous figurer un peu l'arrière-plan idéologique, c'est-à-dire qu'est-ce que Marx a dans sa tête quand il écrit ce fameux manifeste-là. Puis, soyons francs, il n'y a pas que des choses inintéressantes là-dedans. Ça peut être assez intéressant, dans le sens où, dans son livre, Marx parle de plein de choses. Dans ses livres, il parle de plein de choses, puis il ne dit pas que de la merde. Son problème, c'est pas son analyse des faits, c'est plutôt ce qu'il va proposer par rapport à ces faits-là. Parce que tous les passages où il décortique là, l'évolution de la société, comment la bourgeoisie est arrivée au pouvoir, etc., la Révolution française, tout ça est très intéressant. Là, si vous le lisez comme ça, d'un point de vue comme on lirait un livre d'histoire, c'est assez factuel, puis c'est assez intéressant. Le problème, ça va être dans ce que lui va proposer en retour de ça. Dans le préambule du petit texte, Marx écrit que 2 choses ressortent du fait que le communisme commence à apparaître. Il va dire, le premier constat, c'est que le communisme est reconnu par toutes les puissances d'Europe comme une puissance comme telle, c'est-à-dire que tous les pays d'Europe, on commence à dire, ouais, là, il existe des mouvements, ils s'appellent communistes, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quoi cette affaire-là, est-ce qu'on doit les combattre, les supporter, qu'est-ce qu'on fait, puis Marx, il dit, justement, mon deuxième point, le deuxième constat, c'est la réponse qu'on doit donner à l'apparition de ce mouvement-là. Donc, lui, il essaye de mettre un peu de substance là-dedans, et il dit, je le cite, il est grand temps que les communistes s'exposent à la face du monde entier, leur manière de voir, leur but et leur tendance, qu'ils opposent contre le spectre communiste, un manifeste du parti. Donc lui il dit faut dire au monde ce qu'on veut voir, puis ce qu'on veut faire, puis dans le fond quel chemin qu'on a envie de prendre, puis comment ça va aller. Vous allez voir que au début tout ça paraît très beau, mais plus on avance dans le manifeste, plus on se rend compte que c'est vraiment des malades mentaux là, le monde qui adhère à cette vision-là du monde, mais vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'au début, c'est intéressant de se dire, je comprends, l'analyse de la classe, des sociétés, la lutte des classes dans l'histoire, je comprends, c'est intéressant, mais à un moment donné, vous allez voir que ça va arriver à un stade assez délirant. Donc, la vision de Marx, comme je l'ai dit, du socialisme scientifique, qui se base sur le sens de l'histoire, la lutte des classes sociales. Bon, concrètement, ce que ça veut dire, c'est l'aristocratie qui lutte contre les bourgeois, qui lutte contre les ouvriers ou les prolétaires ou les pauvres, là, appelez ça comme vous voulez. On voit là-dedans des luttes. Et bien lui, il va dire, la révolution industrielle qui est arrivée a amené le capitalisme. Donc avant ça, c'était la société des castes, etc., où l'aristocratie fonctionne avec la noblesse, avec le clergé, etc. Mais il va dire, il dit au début, on pensait que avec les révolutions politiques qui ont accompagné la révolution industrielle, qu'on allait abolir les classes sociales. Donc, dans le fond, l'aristocratie allait être abolie, elle allait plus avoir de royauté, etc., puis que tout le monde allait être égaux dans la société. Mais on va dire, finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'on a vu apparaître 2 classes différentes, les bourgeois et les prolétaires. Donc, je vous lis un peu ces définitions, là. Marx entend par bourgeois la classe des capitalistes modernes qui sont propriétaires des moyens de production et emploient du travail salarié. Donc, autrement dit, c'est le boss, là. Mais si vous voulez vous le résumer de manière un peu imagée, c'est ça. Là, la société se divise en 2 classes, ceux qui travaillent et ceux qui emploient les travailleurs. Grosso modo, c'est ça. Là. Donc, je vous annonce que si vous avez un commerce, un dépanneur, aujourd'hui, ceux qui écoutez, ou un restaurant, vous êtes des sales bourgeois. Donc, j'espère que ça vous fait plaisir de l'apprendre, mais j'espère que vous allez vous sentir très coupable à la fin du podcast. Vous allez apprendre que vous êtes vraiment des salauds. Donc, l'histoire de la société jusqu'à nos jours, dit Marx, c'est uniquement l'histoire de la lutte des classes. Puis ça, il reprend ça, comme je l'ai dit, je vais le ramener quelques fois. Son maître à penser, c'est Hegel, et dans un de ses livres, Hegel parle de la lutte entre le maître et l'esclave. Marx reprend ça, il va dire, le maître et l'esclave, donc l'esclave, c'est la classe sociale qui est dominée par une autre classe sociale qui représente le maître. Et il va dire, là, j'ouvre les guillemets, c'est une citation du livre, il va dire, homme libre et esclaves, patriciens et plébéiens, barons et serfs, maîtres de jurande et compagnons, en un mot, oppresseurs et opprimés. Donc c'est vraiment ça, l'oppresseur,
c'est la bourgeoisie, les opprimés, c'est les prolétaires, en opposition constante, ont mené une guerre ininterrompue, tantôt ouverte, tantôt dissimulée, une guerre qui finissait toujours par une transformation révolutionnaire de la société tout entière ou par la destruction des deux classes en lutte. Donc c'est ça, la vision marxiste, c'est une vision très violente de l'histoire. Donc l'histoire n'est que l'histoire avec un grand H, hein, l'histoire n'est que un résultat d'une violence entre deux partis qui s'affrontent, entre deux classes sociales qui s'affrontent. Et il va dire, bon ben là, le développement historique, il y a toute une section sur le développement du marché qui est très intéressante. Il va dire, ben par exemple, la grande industrie européenne a créé le marché mondial qui a été préparé par la découverte de l'Amérique. Bon, Christophe Colomb, tout ça est très intéressant. Et il va dire, chaque étape de l'évolution qui est parcouru par la classe bourgeoise, donc ça veut dire depuis la révolution industrielle, comment le marché mondial évolue, ben ça a été accompagné de progrès politiques correspondants. Donc il dit quand même Marx que la bourgeoisie au pouvoir a amené un certain progrès social comparé à la société aristocratique où si t'étais pas né avec le bon sang, là, disons ça comme ça, si t'es pas né dans la bonne famille, ben tu pourras jamais monter dans l'échelle sociale. Sauf que Marx a des phrases assez spectaculaires. Il va dire « La bourgeoisie n'existe qu'à condition de révolutionner sans cesse les instruments de travail », ce qui veut dire son mode de production, ce qui veut dire tous les rapports sociaux. Donc, autrement dit, le problème de la bourgeoisie, selon Marx, c'est qu'il faut toujours que la roue tourne. Donc ça nous rapporte à mes podcasts que j'ai fait, ma série de podcasts sur la décroissance. Donc il va dire finalement le problème de la bourgeoisie, c'est qu'elle fonctionne sur un système de croissance, c'est-à-dire le système capitaliste qui dit que faut toujours s'améliorer, il faut toujours aller plus loin, il faut toujours se dépasser et modifier les rapports sociaux finalement à chaque fois qu'on se dépasse. Puis lui il voit ça comme un problème. Un problème qu'il faut absolument surmonter. Puis il va dire tous les rapports sociaux traditionnels et figés avec leur cortège de croyances et d'idées admises et vénérées se dissolvent. Finalement, Marx est un peu réactionnaire. Hein. Quand on regarde ça, lui, finalement, il dit, ben finalement, la société bourgeoise a complètement détruit la société traditionnelle en imposant finalement le développement, le progrès, le développement de l'économie, la croissance, etc., etc. Puis il l'explique encore plus dans le c'est vraiment quelqu'un qui est contre le développement capitaliste. Il va dire par le rapide développement des instruments de production et des moyens de communication, la bourgeoisie entraîne dans le courant de la civilisation jusqu'aux nations les plus barbares. Ça, c'est un petit côté sympathique de quand on lit Marx, c'est que c'était avant l'époque du politiquement correct, donc c'est très c'est dev par bout, c'est assez cinglant. Il va dire le bon marché et ses produits est la grosse artillerie qui bat en brèche toutes les murailles de Chine et fait capituler les barbares les plus opiniâtrement hostiles aux étrangers. Donc là, Marx, je pense qu'il a pris ses rêves pour des réalités, là, les murs de Chine et les barbares étrangers. On est encore aujourd'hui, plus de 100 ans après sa mort, des nations qui sont quand même très étanches au niveau du commerce. Il y a encore des douanes, il y a encore le commerce est encore extrêmement subordonné à toutes sortes de catégories de barrières et de limites. Et lui, il va dire, le bon côté de tout ça, c'est que, puis là, je reprends sa phrase, écoutez comment il parle des gens, il va dire, la bonne nouvelle, c'est que ça a préservé une grande partie de la population de l'idiotisme de la vie des champs, c'est-à-dire les crétins qui vivent à la campagne, de même qu'elle a subordonné la campagne à la ville, les nations barbares ou demi-civilisées aux nations civilisées, au moins, le capitalisme les a rendus moins cons. Mais finalement, le problème là-dedans, c'est que la bourgeoisie a dominé les petits pauvres, qu'on lui appelle les prolétaires. Mais quand on lit ça, on se rend compte que Marx est vraiment un gars de son époque. Et lui, pour lui, comment je pourrais dire ça? Il voit la production et l'économie strictement par pour lui, c'est uniquement une espèce de vision du travail à la chaîne débilitant. Là. Donc, c'est normal si lui, à son époque, il pouvait pas penser ça. Mais tu sais, pour lui, l'économie des services, je veux dire, quelqu'un qui est avocat, tu sais, on dirait que ça existe pas pour lui. Il y a uniquement le travail. Il y a une vision très simpliste de la réalité où, finalement, le méchant, c'est celui qui possède l'entreprise, puis le gentil, c'est celui qui est exploité par l'entreprise, puisque engagé pour faire des travails débiles, complètement débilitants, puis, tu sais,
c'est aliénant puis tout. Et lui, il va dire, bon, ben finalement, la quête du profit là-dedans est dégueulasse parce que c'est basé sur l'exploitation du travailleur, etc., etc. Il y a des mots très forts, hein, il va dire, puis là, je le cite dans le texte, il va dire, plus ce despotisme, c'est-à-dire la recherche du profit, proclame hautement le profit comme son but unique, plus il est mesquin, odieux et exaspérant. Et puis là, lui, il va dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Comment on fait pour se soulever, puis pour finalement mettre en marche le communisme, pour renverser la société de bord? Puis là, il va dire, bon, ben, ça commence par des luttes ouvrières isolées, bon, ben, des gens qui s'allient dans des usines pour avoir finalement des meilleures conditions, etc. Puis là, ils vont finir par se syndicaliser, se mettre ensemble, puis se regrouper pour faire plus de pression sur le patronat. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est là qu'on voit pourquoi le communisme a engendré autant de violence. Il dit dans son texte, il commence par demander des meilleures conditions et s'en prendre au patron pour exiger plus de reconnaissance, plus de droits, mais ils finissent par s'en prendre directement aux moyens de production. Puis là, je cite dans le texte, ils détruisent les marchandises étrangères qui leur font concurrence, brisent les machines, brûlent les fabriques et s'efforcent de reconquérir la position perdue de l'artisan du Moyen Âge. Donc c'est ça la vision marxiste jusqu'à une certaine limite, c'est que il n'y aurait jamais fallu amener la modernité à l'être humain, il aurait fallu que puis Marx va se défendre de l'interprétation que je donne. Pour lui, la révolution communiste, c'est l'aboutissement du sens de l'histoire, etc. Mais finalement, il y a un peu une genre de contradiction là-dedans, parce que lui, il est très nostalgique de l'époque où finalement, le gars, il vit en campagne, puis il est artisan, puis il fait ses petites affaires. Mais finalement, tout ça, c'est synonyme aussi de pauvreté. Toutes les sociétés qui fonctionnent comme ça, c'est des sociétés sous-développées et pauvres. Et là, il va dire, ben, la seule solution pour s'en sortir, c'est qu'il va dire toute lutte des classes, donc la lutte ouvrière, la lutte des pauvres, est une lutte politique. Et il va dire ce qu'il faut, c'est organiser le prolétariat en classe sociale unie, parce que pour l'instant, les ouvriers se font concurrence entre eux. Bon, ben ça amène à un point particulier du communisme, c'est que le communisme est sans frontières. Hein. Puis ça, c'était un point qui divergeait entre Trotsky et Staline. Donc Staline voulait garder ça dans le bloc de l'Est et Trotsky voulait faire une genre de révolution communiste mondiale parce que dans les écrits de Marx, c'est ça, il y a une fameuse phrase qui dit « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Donc c'est ça, pour eux, mettons, des gens qui restent, on va dire, comme aujourd'hui, à une telle place dans le monde puis qui veulent s'unir pour se protéger économiquement d'un autre pays qui fait de la concurrence déloyale, mettons, par rapport à eux, comme c'est le cas, mettons, entre les États-Unis puis la Chine, ben ils vont dire ça, Marx va dire ça, c'est les prolétaires qui se font la guerre entre eux. En fait, ce qu'il faut, c'est une révolution mondiale à l'échelle mondiale. Puis là, sans doute que vous vous dites, ouais, mais moi, je veux dire, je suis pas pauvre, mais je suis pas riche non plus, je fais partie d'une espèce de classe moyenne. Est-ce que Marx pense que la classe moyenne existe? Il pense que ça existe, mais il vous aime pas beaucoup. Donc, il va dire, puis ça c'est dans le texte, là, ceux qui vous le lirez, si vous croyez pas que c'est écrit comme ça, il va dire la classe moyenne, c'est-à-dire les petits fabricants, les détaillants, les artisans, les paysans, combattent la bourgeoisie parce qu'elle compromet leur existence en tant que classe moyenne. Ils ne sont donc pas révolutionnaires, mais conservateurs. Qui plus est, ils sont réactionnaires. Donc, autrement dit, il dit, ouais, la petite classe moyenne, des fois, ils se révoltent contre les riches, mais finalement, c'est des conservateurs, puis du monde sur qui on peut pas s'appuyer. Ils voudront jamais que la société change, puis devienne communiste. Donc, autrement dit, tous ceux qui sont de la classe moyenne, vous êtes de la merde, selon Marx. C'est pour ça que les mouvements ouvriers ont toujours été anti-classe moyenne, ont toujours lutté contre la classe moyenne parce que était censé leur faire ombrage dans leur idéal de révolution. Puis là, ben, on arrive dans les objectifs concrets, c'est-à-dire que il n'y a pas de victoire possible sans faire sauter la société. Ça, c'est pas compliqué, là. Je vais vous l'expliquer très clairement. Le communisme, le but, c'est de faire sauter la société telle que vous la connaissez. Puis là, j'ouvre les guillemets, haute citation de Marx et de Engels dans le texte, il va dire le prolétariat, la dernière couche de la société actuelle, ne peut se relever, se redresser, sans faire sauter toutes les couches superposées qui constituent la société officielle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire abolition des classes sociales, ça veut dire abolition du salariat, ça veut dire destruction de la propriété privée, etc., etc. Puis là, je vais vous arriver avec les points plus concrets dans quelques instants.
Donc, les communistes, face à la lutte ouvrière en général, ils vont dire, bon, ben, il y a d'autres manières de faire la révolution que le communisme, mais il y a juste le communisme qui répond aux préoccupations concrètes finalement des pauvres puis du prolétariat. Donc, faut vraiment aller dans la voie communiste. Et donc, le but de ça, c'est quoi? Il va le dire, le but immédiat des communistes, c'est le même que celui de toutes les fractions du prolétariat, l'organisation des prolétaires en partie de classe, la destruction de la suprématie bourgeoise, la conquête du pouvoir politique par le prolétariat, etc., etc., etc. Donc, on est vraiment dans un paradigme de destruction, on est dans un paradigme de violence, et puis cette violence-là va se décliner en plusieurs points, dont le premier point, c'est l'abolition de la propriété privée. Comme Marx lui considère ça comme l'aboutissement de la Révolution française, parce qu'il faut savoir que avant la Révolution française, la terre, par exemple, française appartient au roi de France. Donc là, vous pouvez pas acheter une terre, là. Donc, si vous voulez acheter une terre quelque part, c'est le roi qui doit vous la céder. Donc, c'est comme ici quand on appelle là, les terres de la couronne ou des choses comme ça. Ça appartient à la couronne. Donc, le roi de France est propriétaire de toute la nation. Et là, pendant la Révolution française, on va abolir la propriété, ce qu'on appelait la grande propriété foncière, pour permettre à des gens d'acquérir des propriétés. Et Marx va dire, bon, ben l'aboutissement de tout ça, c'est carrément abolir la propriété privée. Et là, écoutez bien la citation, il va dire « En un mot, vous nous accusez, nous les communistes, de vouloir abolir votre propriété à vous. À la vérité, c'est bien là notre intention. » Donc, il y a quand même un petit côté baveux en plus, Marx. Il y a des points assez saucés dans tout ça. Il dit vouloir abolir la famille. Il va dire, il y a des gens qui s'indignent là-dessus, mais il dit, écoutez bien ce qu'il dit, sur quelle base repose la famille de notre époque? Sur le capitalisme et le gain individuel. La famille à l'état complet n'existe que pour la bourgeoisie, mais elle trouve son complément dans la suppression forcée de toutes les familles pour le prolétaire et dans la prostitution publique. La prostitution publique, c'est finalement vendre votre force de travail pour être engagé quelque part. Et lui va dire, la société bourgeoise s'évanouit naturellement avec l'évanouissement de son complément nécessaire, et l'un et l'autre disparaissent avec la disparition du capital. Nous reprochez-vous de vouloir abolir l'exploitation des enfants par leurs parents. Nous avons le crime. Donc, pour eux autres, les enfants qui sont élevés dans une famille sont exploités par leurs parents puisque soumis à leurs parents, un peu à l'image de les travailleurs qui sont soumis à un propriétaire d'une entreprise. Il va aller plus loin que ça. Il va dire aussi, on veut abolir la patrie, la nationalité. Il dit, les ouvriers n'ont pas de patrie. On ne peut ravir ce qu'ils n'ont pas. Donc, finalement, c'est l'abolition des nations, l'abolition du salariat, l'abolition de la famille. Tout ça, c'est je veux dire, ce sont des lubies, mais c'est quand même le programme politique des marxistes. Et pour ceux pour qui ça paraît trop abstrait, je sais que je suis allé loin, on a passé de Hegel, le socialiste scientifique, c'est quoi la méthode un peu marxiste pour analyser l'histoire, c'est quoi les propositions, qu'est-ce que dit Marx en gros, mais pour ceux qui ont toujours pas compris, voici la recette concrète pour faire advenir le communisme. Et c'est Marx qui le donne, hein. C'est dans le manifeste du Parti communiste, vers la fin du livre, vous pouvez trouver ça. Donc c'est en 10 points. Donc, lui, Marx, il va dire, pour les pays les plus avancés, voici comment on pourrait appliquer le socialisme, parce qu'il faut savoir que le socialisme est la phase transitoire. Donc, on passe par une phase de socialisme, puis après ça, on arrive au communisme, qui est l'arrivée de la société idéale, sans classe, etc. Donc, le premier point, c'est l'expropriation de la propriété foncière et la confiscation de la rente au profit de l'État. Donc, ça veut dire que si vous avez une terre, puis vous touchez une rente par rapport à une terre, parce que vous louez votre terre, je sais pas moi, vous vendez du bois qu'il y a dessus, on vous vole la terre, puis l'argent va au gouvernement. Donc ça part quand même bien. Ensuite, l'instauration d'un impôt fortement progressif, c'est-à-dire un peu ce qu'on a dans nos sociétés à nous, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas d'argent payent aucun impôt, puis plus vous avez d'argent, plus vous payez de l'impôt, moins il vous reste rien. Après ça, troisième point, on abolit l'héritage. Donc, si vos parents ont accumulé à soir de leur front un patrimoine, c'est-à-dire une maison avec une grange puis une petite affaire, vous pensez que vous allez en hériter. Non, c'est le gouvernement qui va en hériter. Vous avez pas d'héritage. Donc, l'abolition de l'héritage. La confiscation de la propriété de tous les immigrants et de tous les rebelles. Ça veut dire, si vous voulez vous sauver,
Mettons que ça devient communiste, là, ici. Là. Puis là, vous avez une maison, je sais pas, on va dire à Montréal, vous voulez vous sauver aux États-Unis parce que vous voyez le communisme arriver. Ben, si vous vous sauvez, les immigrants, ceux qui s'en vont, ben, c'est pas compliqué, votre propriété va être volée. Fait que c'est assez simple, là, finalement, la propriété est volée. Le 5e point, la centralisation du crédit dans les mains de l'État ou d'une banque nationale avec capital de l'État et avec monopole exclusif. Donc, en français, ce que ça veut dire, c'est... En français, s'il vous plaît. Donc, ce que ça veut dire, c'est l'État devient le seul et unique gestionnaire du crédit et de l'argent. Donc, plus de banques privées, uniquement des banques gérées par le gouvernement. Donc, c'est eux qui vont décider quand est-ce qu'ils vous prêtent, s'ils vous prêtent, puis quand est-ce qu'ils vous volent, puis s'ils vous volent. Le 6e point, c'est la centralisation dans les mains de l'État de tous les moyens de transport, donc voitures, trains, autobus, avions, nommez-les tous. Il n'y a plus rien de privé qui existe. Tout ça appartient maintenant au gouvernement. Le 7e point, l'augmentation des manufactures nationales et des instruments de production, défrichement de terrains agricoles, amélioration des terres cultivées d'après un système général. Bon, grosso modo, ça, ce que ça veut dire, c'est que maintenant, le gouvernement s'occupe de l'agriculture, de la production de textiles, etc., etc. Donc, on centralise vers le gouvernement toute la production finalement, toute l'économie. Le 8e point, travail obligatoire pour tous, organisation d'armées industrielles et particulièrement pour l'agriculture. Donc même si vous voulez étudier en médecine, on voit ça à Cuba, en Chine, un peu partout, ceux qui veulent, qui consacrent leur vie, par exemple, à faire à devenir professionnels de la santé, etc., etc. Ben si on décide que vous travaillez dans une ferme, on vous prend, puis on vous envoie travailler dans une ferme, puis vous arrangerez avec votre formation, c'est pas notre problème. 9. La combinaison du travail agricole et industriel. Et ça dit mesure tendant à faire disparaître la distinction entre ville et campagne. Donc les communistes veulent abolir la distinction entre la ville et la campagne. Et leur but là-dedans, c'est on va prendre des gens qui travaillent dans des usines, puis de temps en temps, on va les envoyer labourer des champs. Si vous voulez savoir un peu à quoi ça ressemble, allez voir en Chine un peu comment le travail est organisé, surtout à l'époque de Mao Zedong. Ils prenaient les étudiants un peu dans n'importe quoi. Ou si vous allez à Cuba, ben ça se peut que la fille qui vous sert du café dans votre resort est notaire. Là. On l'a juste pris, mais on l'a envoyé là. On dit, toi, t'es notaire, mais tu vas aller servir le café à une gang d'obèses en voyage. Là. Fait que ça va être ça ton avenir. Et 10, celui-là, c'est tel que tel. À l'époque, c'était quand même révolutionnaire. Le point 10, c'est probablement le moins saucé de la gang. C'est l'éducation publique et gratuite pour tous les enfants. Donc, mettons que le 10e point, on l'enlève. Ça, c'est assez dur d'être contre l'éducation pour les enfants. Là. Je veux dire, encore que public et gratuite, ça pourrait se discuter. Mais bref, si on récapitule un peu, finalement, c'est l'abolition d'à peu près tout ce qu'il y a de privé, puis on centralise dans les mains de l'État. Donc, pour ceux qui ne savaient pas encore exactement à quoi consiste le communisme, vous avez la recette en, on va dire, 9 étapes. Si vous voulez instaurer une bonne république socialiste et soviétique dans votre coin de pays, ben vous savez uniquement suivre ces étapes-là, puis il n'y a pas de problème, tout va marcher. Mais le seul problème avec la pensée marxiste, c'est que elle est basée sur une série de perceptions fausses ou des demi-vérités. Donc, la première, c'est que l'histoire aurait un sens, hein, comme je l'ai dit, parce que eux sont pas persuadés qu'ils prônent une vision du monde délirante. Pour eux, ils pensent que c'est normal, c'est le sens de l'histoire, puis tout va aller comme ça. Mais en réalité, l'histoire n'a pas de sens. L'histoire a le sens que vous voulez lui donner de manière rétroactive. C'est-à-dire, vous regardez le passé, vous dites « Ah, c'est drôle, on dirait que tout était prévu pour arriver à aujourd'hui. » En fait, il n'y a rien qui était prévu. C'est l'évolution de la technologie puis de la technique qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, on en est là. Mais de manière rétroactive, c'est facile de voir un sens puis de dire, OK, ben ça veut dire que dans le futur, on va aller là. Mais en réalité, on le voit, le futur imaginé par Marx en 1840 est pas du tout le futur qu'on vit aujourd'hui. Lui, il pensait que les pauvres allaient être de plus en plus pauvres, que les riches allaient être de plus en plus, alors que toutes les faits montrent le contraire, là. Vous pouvez lire un excellent livre qui s'appelle Factfulness, qui a été recommandé par Yann Sénéchal, qui montre qu'en réalité, la pauvreté à l'échelle mondiale a énormément diminué. Puis j'en avais déjà parlé, on est passé sous la barre, je pense, des 700 millions de personnes, alors qu'il y a même 30 ou 40 ans, c'était
au-dessus de, je crois, 1,5 milliard de personnes qui vivaient dans l'extrême pauvreté. On a descendu en bas de 700 millions. Ben ça, c'est par les politiques internationales. Je veux dire, c'est pas par le communisme, c'est par la richesse produite par les nations riches qui ont réussi à aider les nations pauvres. Bon, ben, tu sais, le décollage industriel de la Chine, c'est ça. L'Inde, c'est ça. Il y a plusieurs pays qui sortent de la pauvreté. La Russie est sortie de l'extrême pauvreté depuis qu'ils ont lâché le communisme. Donc, le sens de l'histoire, c'est une vision, à mon avis, extrêmement tronquée, mais qui est typique des milieux philosophiques de l'époque, ce que Marx côtoyait. Donc, c'est rien de très étonnant là-dedans. L'autre point qui marche pas du tout là-dedans, c'est que lui, il pense que l'aboutissement de ce sens-là, c'est la révolution, donc l'abolition des classes sociales. Mais je veux dire, la révolution communiste est arrivée un peu partout, puis ça n'a jamais donné lieu à l'abolition des classes.